Antoine Laurent avait toujours cru connaître sa femme mieux que quiconque au monde. 25 ans de mariage, ce n'était pas rien. C'était des dimanches matins à préparer le petit déjeuner ensemble, des soirées d'hiver à partager un plaid sur le canapé, des disputes à propos des factures et des projets d'avenir. C'était des rides apparaissant au même rythme, des cheveux grisonnants côte à côte, des rides partagées et des larmes essuyées par l'autre. Ou du moins, c'est ce que pensait Antoine jusqu'à ce vendredi d'avril où tout s'est effondré sous ses yeux lors d'un dîner qui était censé être une célébration. La table était dressée avec soin. Antoine avait préparé le plat préféré d'Isabelle, un risotto au sel qu'il avait perfectionné au fil des ans, et avait acheté une bouteille de vin rouge Grand Cru pour l'occasion. 25 ans, leur noce d'argent. Une étape qui méritait d'être célébrée, même de manière simple, juste tous les deux, comme ils le faisaient toujours. Isabelle est rentrée du travail vers 19 h ce soir-là, un peu plus tard que prévu, mais Antoine y était habitué. Au cours des derniers mois, ses heures supplémentaires au prestigieux cabinet d'avocats parisiens où elle travaillait comme assistante juridique étaient devenues de plus en plus fréquentes. Elle expliquait toujours que les avocats étaient débordés par des affaires complexes et avaient besoin d'un soutien supplémentaire. Antoine, professeur de lettres modernes à l'université locale, comprenait bien la pression des délais et des exigences professionnelles, alors il ne posait jamais trop de questions. Mais ce soir-là, alors qu'Isabelle franchissait la porte avec un sourire fatigué et s'excusait pour son retard, Antoine a remarqué quelque chose de différent. Quelque chose qui lui noue à l'estomac d'une manière qu'il ne put expliquer immédiatement. Elle portait un bracelet qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'était de l'or blanc ou de l'argent, délicat, mais de toute évidence très cher, avec de petites breloques qui montaient doucement à chaque mouvement. Isabelle n'avait jamais été du genre à porter beaucoup de bijoux, peut-être un simple collier de temps en temps, des boucles d'oreilles discrètes et, bien sûr, son alliance. L'alliance que Antoine avait glissée à son doigt par une matinée ensoleillée de printemps, il y a 25 ans, en lui promettant un amour éternel. Cette bague qui n'était plus là maintenant. Le cœur d'Antoine s'est emballé alors qu'il regardait Isabelle enlever son manteau et l'accrocher à la patère près de la porte. Elle s'est approchée de la table, a admiré la mise en place qu'il avait préparée et l'a embrassée rapidement sur la bouche. Désolé pour mon retard, mon chéri. C'était la folie au cabinet aujourd'hui. Sa voix semblait normale, mais Antoine pouvait à peine assimiler les mots. Ses yeux étaient fixés sur sa main gauche, sur ses doigts nus où aurait dû se trouver le symbole le plus important de leur vie commune. Isabelle, dit-il en essayant de garder une voix assurée. Où est ton alliance ? Elle a baissé les yeux vers sa propre main comme si elle remarquait son absence pour la première fois, bien qu'Antoine sût que c'était impossible. Personne ne perd une alliance sans s'en rendre compte. Oh, ça, répondit-elle avec un calme qui semblait beaucoup trop répété. Elle devenait trop serrée, tu sais. Je crois que mes doigts ont un peu gonflé avec la chaleur. Je l'ai déposée chez le bijoutier pour la faire agrandir il y a quelques jours. Elle devrait être prête la semaine prochaine. L'explication aurait été parfaitement raisonnable si Antoine n'avait pas vu cette même bague confortablement installée au doigt d'Isabelle à peine 4 jours plus tôt, alors qu'ils prenaient un café ensemble avant de partir au travail. Il s'en souvenait clairement parce qu'il lui avait tenu la main par-dessus la table pendant qu'il parlait de leur anniversaire de mariage à venir. La bague était là, normale, ne montrant aucun signe d'inconfort. Et le bracelet, demanda Antoine en montrant son poignet. Il est nouveau ? Isabelle a fait un petit sourire et a ajusté le bracelet sur son bras. Oui, je me le suis offert. Tu sais comment c'est. 25 ans de mariage. Je me suis dit que je méritais quelque chose de spécial pour marquer le coup. Elle s'est tournée vers la table. Le dîner a l'air magnifique, Antoine. Tu t'es surpassé. Ils se sont assis et ont commencé à manger, mais Antoine pouvait à peine sentir le goût de la nourriture. Son esprit tournait à toute vitesse, reliant des points qu'il avait soit ignorés, soit simplement pas vus auparavant. Les heures supplémentaires fréquentes, les appels téléphoniques qu'Isabelle prenait dans une autre pièce, sa nouvelle habitude de toujours poser son téléphone face vers le bas, les douches brûlantes quand elle rentrait à la maison, le nouveau parfum qui avait commencé à porter. Comment avait-il pu être aussi aveugle ? Le dîner s'est écoulé dans un brouillard de conversations forcées et de sourires qui n'atteignaient pas leur sein. Isabelle a parlé de ses dossiers au cabinet. Antoine a mentionné ses étudiants, mais aucun des deux n'était vraiment présent. Quand ils ont terminé, Isabelle a dit qu'elle était épuisée et est allée se coucher avant de se coucher. Antoine est resté seul dans la cuisine, faisant machinalement la vaisselle alors que le monde qu'il connaissait commençait à se fissurer. Il n'a pas pu dormir cette nuit-là.
Il était allongé à côté d'Isabelle, écoutant sa respiration régulière, se demandant comment elle pouvait dormir si paisiblement. Vers 3 heures du matin, Antoine s'est levé discrètement et est allé dans le salon. Le sac à main d'Isabelle était sur le fauteuil où elle le laissait toujours en rentrant. Il n'a hésité qu'une seconde avant de l'ouvrir. Ce n'était pas quelque chose qui aurait fait dans des circonstances normales. Antoine croyait au respect de la vie privée, à la confiance. Mais ce bracelet au poignet d'Isabelle et la bague manquante avaient planté une trace de suspicion qui s'épanouissait maintenant dans sa poitrine comme une liane vénéneuse. À l'intérieur du sac, parmi son portefeuille, ses clés et son maquillage, il a trouvé le bracelet soigneusement rangé dans un écrin en velours. Isabelle l'avait enlevé avant de se coucher, probablement pour éviter d'éveiller d'autres soupçons. Antoine a ouvert l'écrin et a examiné le bracelet sous la faible lumière de la lampe. Il était magnifique, il devait l'admettre, délicat et féminin. Il a retourné une des breloques et c'est là qu'il l'a vu, gravé à l'intérieur en lettres minuscules mais parfaitement lisibles. Comme toujours, J.J. Qui était J? Antoine a passé mentalement en revue toute la famille, collègues et connaissances. Il n'y avait aucun J important dans leur vie. Aucun qui justifierait un cadeau aussi intime et si plein de promesses. Pour toujours. Les deux mots que lui et Isabelle s'étaient dit à la maison, désormais gravés sur le bijou offert par quelqu'un d'autre. Antoine s'est assis sur le canapé en tenant le bracelet, sentant son poids dans sa main. Trop léger pour porter autant de sens, trop lourd pour être ignoré. Il a remis le bracelet dans son écrin et l'a replacé exactement là où il se trouvait dans son sac. Le soleil a commencé à se lever, et il est resté là, immobile, alors que les pièces du puzzle s'assemblaient dans son esprit. Isabelle ne faisait pas d'heures supplémentaires. Isabelle était avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lui offrait des cadeaux hors de prix, quelqu'un pour qui elle était prête à enlever son alliance. Quand Isabelle s'est réveillée à 8 heures ce samedi matin, Antoine était déjà debout depuis des heures. Il avait pris une décision. Il ne ferait pas semblant de ne pas savoir. Il ne laisserait pas passer ça. Il n'attendrait pas de rassembler plus de preuves ou de la confronter au bon moment. Le bon moment, c'était maintenant. Mais d'abord, il avait besoin d'une certitude absolue. Pendant que Isabelle prenait sa douche, Antoine est allé dans le bureau. Son ordinateur portable était sur le bureau où elle le laissait toujours après avoir travaillé le soir. Elle utilisait toujours le même mot de passe pour tout, une combinaison du mois et de l'année de leur mariage. Antoine n'avait jamais violé son intimité auparavant, mais cela semblait maintenant hors de propos face à l'éventualité d'avoir été trahi. L'ordinateur s'est ouvert facilement. Antoine a fouillé dans les dossiers, l'historique du navigateur, les fichiers récents. Au début, il n'a rien trouvé. Isabelle était prudente, mais il s'est alors souvenu d'une astuce qu'un collègue du service informatique lui avait mentionné concernant les fichiers cachés. Il a modifié les paramètres pour afficher les dossiers et fichiers cachés, et il était là, un dossier enfoui dans plusieurs autres, simplement nommé Sauvegarde 2024. Antoine l'a ouvert. Ce qu'il a vu dans les heures qui ont suivi allait changer sa vie pour toujours. Des photos. Des dizaines de photos. Isabelle souriant à l'objectif à côté d'un homme que Antoine a reconnu immédiatement. Julien Delmas, l'avocat associé principal du cabinet où travaillait Isabelle. Marié, père de 3 enfants. Antoine l'avait rencontré quelques fois lors d'événements d'entreprise. Un homme au milieu de la quarantaine, charmant, brillant, avec ce genre d'assurance qui vient du fait d'obtenir toujours ce que l'on veut dans la vie. Sur les photos, Isabelle et Julien étaient au restaurant, à l'hôtel, dans des parcs. Sur certaines, elle portait le bracelet. Sur aucune, elle ne portait son alliance. Il y avait aussi des captures d'écran de leur conversation, des messages qui ont retourné l'estomac d'Antoine, des déclarations d'amour, des projets d'avenir, des plaintes concernant leurs conjoints respectifs, et puis le message qui a tout confirmé. J'adore que tu aies échangé ce symbole du passé pour notre avenir. Ce bracelet te va à merveille, mon amour. J'ai hâte que vienne le jour où nous aurons tous à nous cacher. Antoine a lu et relu ce message. Ce symbole du passé. Ça marche. Leurs 25 ans de mariage est lié à un symbole du passé qu'Isabelle avait joyeusement jeté pour un bracelet et une promesse liée d'un mari. Il a senti une colère froide et tranchante s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas le genre de rage explosive et incontrôlée. C'était quelque chose de pire. La colère calculée de quelqu'un qui réalise qu'on cesse de moquer de lui et qui est déterminé à remettre les choses à leur place. Antoine a tranché une clé USB et a tout copié. Toutes les photos, tous les messages, chaque preuve de la trahison d'Isabelle.
Ensuite, il a imprimé les messages les plus accablants. Quand il a eu fini, il était presque muet. Il a envoyé un SMS à Isabelle pour lui dire qu'il allait chercher des livres à la bibliothèque universitaire et qu'il déjeunerait sur place. Je rentre dans l'après-midi, a-t-elle répondu avec un emoji cœur. Antoine s'est ressenti malade. Il est entré dans le salon où Isabelle regardait la télévision avec insouciance. Isabelle, dit-il d'une voix sans froide, elle a levé les yeux, surprise. Je dois te parler maintenant, dans la salle à manger. Elle a éteint la télévision et l'a suivi. Antoine avait déjà étalé tous les papiers imprimés sur la table et placé la clé USB à côté de elle. Quand Isabelle a vu les preuves étalées, elle est devenue libre. Elle a vomi, les yeux écarquillés, la bouche légèrement entrouverte sous le cheveu. Antoine, je peux t'expliquer. T'expliquer, ou pas Antoine, sa voix gagnant une disait qu'il ne se connaissait pas. Explique-moi comment tu as échangé 25 ans de mariage contre un bracelet de pacotille. Explique-moi comment tu as enlevé ton alliance pour coucher avec ton remplaçant. Ou peut-être que tu aimerais m'expliquer qui est Julien, je présume. Isabelle s'est mise à trembler. Elle a essayé de s'approcher, mais Antoine a reculé. Non, a-t-il dit fermement. Ne me touche pas. Pas maintenant. Peut-être plus jamais. C'était une erreur, murmura Isabelle, les larmes commençant à couler sur ses joues. Antoine, je t'aime plus. C'était juste une erreur. Je ne voulais pas que ça arrive. Je t'aime toujours. Tu m'aimes. Antoine arrive, mais c'était un solitaire, dépourvu de continuité. Drôle de façon de montrer ton amour. 6 mois, Isabelle. Pendant 6 mois, tu m'as menti. 6 mois où tu partais d'ici après le petit déjeuner pour couler directement dans ses bras. Combien de fois es-tu rentré à la maison, masque embrassé et agité sans doute que tout allait bien? Combien de nuits as-tu dormi à côté de moi après avoir été avec lui? Antoine, s'il te plaît. Isabelle s'en doutait maintenant, mais Antoine ne ressentait aucune compassion. Tout ce qu'il ressentait, c'était une douleur profonde et une détermination à toute épreuve. L'ATI promit de quitter sa femme pour toi, a demandé Antoine en ramassant un des messages imprimés. Tiens, c'est là. J'ai juste besoin de ton moment pour le dire à aller. Je ne peux pas faire de mal aux enfants. Pathétique. Et puis à quoi? Tu as vraiment pensé qu'un homme que sa femme et lui serait honnête avec toi? Il a dit que leur mariage était fini depuis des années, a essayé de se défendre Isabelle, bien que sa voix fût faible. Il a dit que j'étais différente. Qu'avec moi il avait trouvé ce qui lui manquait. Et toi? A interrompu Antoine. Qu'est-ce ce qui te manquait dans notre mariage? Qu'est-ce ce que je ne t'aille pas donné? Du respect, de l'amour, de la loyauté. Parce que je t'aille donné tout ça, Isabelle. Tout. Et tu as tout jeté pourquoi? Quelques dîners chics et un bracelet avec une gravure à Léo de Rose? Isabelle n'avait pas de réponse. Elle pleurait simplement, ses épaules secouées par les sanglots. Antoine regardait la femme qu'il avait aimée pendant un quart de siècle s'effondrer devant lui et ne ressentait que du vide. Je veux que tu partes, a-t-il finalement dit. Aujourd'hui. Maintenant. Fais tes valises et va où tu veux, chez lui, peut-être. On verra si Julien est prêt à t'accueillir quand la réalité frappera à sa porte. Antoine, ne fais pas ça, a supplié Isabelle. On peut parler. On peut essayer d'arranger ça. C'était juste une erreur, un moment de faiblesse. C'est toi que je choisis. Je te choisirai toujours. Tu l'as choisi lui quand tu as enlevé ton alliance, a répondu Antoine, chaque mot étant délibéré et tranchant. Tu l'as choisi lui à chaque fois que tu m'as menti. Tu l'as choisi lui quand tu l'as laissé t'acheter un bracelet symbolisant votre avenir ensemble. Ne viens pas ici maintenant me dire que tu me choisis juste parce que ton château de mensonges s'est effondré. Tu as échangé 25 ans contre un bracelet bon marché et des promesses vides. Maintenant, tu vas découvrir le vrai prix de cet échange. Isabelle a essayé de discuter, mais Antoine est resté impassible. Il est monté à l'étage et a commencé à sortir ses vêtements du placard pour les jeter dans des valises. Elle l'a suivi en le suppliant, mais il n'a pas cédé. En moins de 2 heures, les valises étaient prêtes et près de la porte. Isabelle, les yeux rouges et gonflés, a rassemblé ses affaires. Elle a également sorti le bracelet de son sac à main et l'a glissé parmi ses vêtements. Même maintenant, elle ne pouvait pas se résoudre à abandonner ce symbole de son fantasme.
Avant de fermer la porte, elle s'est retournée une dernière fois. « Je suis tellement désolée », a-t-elle murmuré. « Je le suis vraiment. » Antoine a fermé la porte sans répondre. Puis, pour la première fois depuis qu'il avait tout découvert, il s'est effondré. Il s'est assis par terre dans le couloir et a pleuré pour les années perdues, la confiance brisée, l'avenir qu'il avait imaginé et qui n'existerait plus jamais. Il a pleuré pour la version de lui-même qui croyait aux fins heureuses et à l'amour éternel. Mais Antoine n'était pas le genre d'homme à rester coincé dans la douleur. Dans les jours qui ont suivi, il a agi avec une précision chirurgicale. D'abord, il a consulté un avocat spécialisé dans les divorces. Il a présenté toutes les preuves de l'infidélité d'Isabelle. L'avocat a été impressionné par le volume de preuves documentées et a déclaré que le dossier serait largement en faveur d'Antoine. Ensuite, Antoine a fait quelque chose dont il savait que cela changerait d'autres vies que la sienne. Il a imprimé dans une enveloppe les messages et les photos les plus compromettants entre Isabelle et Julien. Aucune identification personnelle, juste les preuves. Il a envoyé une copie à Amélie Delmar, la femme de Julien, à leur adresse personnelle. Il a envoyé une autre copie de manière anonyme au cabinet d'avocats où ils travaillaient tous les deux, adressée aux associés du cabinet. L'entreprise avait une politique claire et stricte concernant les relations entre employés, surtout lorsqu'elle impliquait des subordonnés et des supérieurs. Julien était un avocat associé. Isabelle était une assistante juridique sous sa supervision. Leur relation n'était pas seulement une violation éthique, c'était aussi un risque juridique étant donné la dynamique de pouvoir impliqué. Les conséquences ont été rapides et dévastatrices. Amélie Delmar, après avoir reçu l'enveloppe, a immédiatement confronté Julien. Il a essayé de nier, mais les preuves étaient irréfutables. Elle l'a mis à la porte le soir même. Au bureau, une enquête interne a commencé dès que les associés ont reçu l'enveloppe anonyme. Julien a été convoqué à une réunion d'urgence. Il a essayé de minimiser la relation, affirmant qu'elle était consensuelle et se déroulait en dehors des heures de travail, mais le cabinet ne voulait prendre aucun risque de scandale ou de poursuite judiciaire. Julien Delmar a été licencié dans les 48 heures, sa réputation définitivement ternie dans la communauté juridique. Isabelle a été convoquée également. Elle a essayé de s'expliquer, mais la vérité était indéniable. Elle avait violé le code de déontologie de l'entreprise et compromis l'intégrité professionnelle du cabinet. Elle a été licenciée en même temps que Julien, avec effet immédiat. En l'espace d'une semaine, Isabelle avait perdu son mariage, son travail et toute chance d'avenir avec Julien car Julien, confronté à un divorce houleux avec Amélie et à la perte de sa carrière, ne voulait plus rien avoir à faire avec ce qui l'avait mené à cette situation. Quand Isabelle a essayé de le contacter, désespéré d'obtenir un peu de soutien ou la confirmation que ce qu'il avait vécu était réel, Julien a été d'une honnêteté brutale. Dans un court SMS glacial, il lui a dit que c'était une erreur depuis le début, qu'il n'avait jamais eu la véritable intention de quitter Amélie et qu'Isabelle devait tourner la page. Il l'a bloqué immédiatement après. Isabelle a essayé une dernière fois de revenir vers Antoine. Elle s'est présentée à la porte de la maison qui avait été la leur, implorant une seconde chance. Elle a dit qu'elle avait tout perdu, qu'elle était désolée, que Julien l'avait abandonnée, et qu'elle réalisait maintenant qu'Antoine était le seul homme qu'il avait jamais vraiment aimé. Antoine l'a écouté parler pendant 5 bonnes minutes sans l'interrompre. Quand elle a fini, il a dit une seule chose, c'est drôle comme les symboles bon marché ne font pas tenir les relations, hein. Et il a fermé la porte. La procédure de divorce a été étonnamment rapide. Isabelle n'avait pas les ressources nécessaires pour se battre pour la maison ou le patrimoine conjugal. La maison était un héritage de la famille d'Antoine, elle lui appartenait donc déjà légalement. Leurs économies ont été divisées, mais Antoine a conservé la plus grande part en raison des circonstances de la séparation. Isabelle est sortie de ce mariage avec seulement une fraction de ce qu'il avait construit en 25 ans. Un an plus tard, par une matinée de printemps ensoleillée, Antoine était dans le salon de sa maison désormais rénovée, libre de toute trace d'Isabelle, en train de remplir un carton de l'eau. Il avait décidé de faire un grand nettoyage, de se débarrasser de tout ce qui le rattachait au passé. Parmi les objets se trouvait une petite boîte à bijoux, contenant toutes les pièces qu'il avait offertes à Isabelle au fil des ans et qu'elle avait laissées derrière elle en partant. Des boucles d'oreilles d'anniversaire, des colliers de Noël, des bracelets de la fête des mères datant de l'époque où elle rêvait encore de devenir maman, avant qu'il ne décide que sa carrière passait en premier. Il a tout mis dans une boîte et s'est rendu à la maison de El Espoir, un centre d'hébergement local pour les femmes fuyant les violences conjugales. Antoine y était devenu bénévole au cours des derniers mois, donnant des cours de littérature et d'écriture créative aux résidentes.
C'était sa façon de transformer sa douleur en quelque chose d'utile, d'aider les personnes qui, contrairement à lui, manquaient de ressources ou de soutien pour reconstruire leur vie. La coordinatrice du refuge, une femme prénommée Céline, a accepté le don avec gratitude. Cela va aider tellement de femmes, a-t-elle dit en examinant les bijoux. Nous pouvons les revendre et utiliser l'argent pour financer nos programmes. Je l'espère, a répondu Antoine. Ces pièces signifient beaucoup pour moi, mais peut-être qu'elles pourront signifier l'espoir pour quelqu'un d'autre. Céline a souri et a appelé quelques résidentes pour voir le don. Parmi elles se trouvait une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux bruns striés de gris, au regard fatigué mais bienveillant. Elle cesse de présenter sous le nom de Patricia. Pendant que les autres femmes examinaient les bijoux, Patricia est restée silencieuse, se contentant de regarder. Antoine a remarqué qu'elle portait son alliance sur le chêne autour du cou. Mon mari est décédé il y a 3 ans, a expliqué Patricia lorsqu'elle a vu que Antoine regardait. Un cancer. Je porte la bague comme ça pour le garder près de mon cœur. Elle a fait une pause. Je sais que ça a l'air idiot. Ce n'est pas idiot, a dit doucement Antoine. C'est une belle façon d'honorer ce que vous avez su. Les symboles comptent, a dit Patricia en touchant la bague. Pas pour leur valeur matérielle, mais pour ce qu'ils représentent. L'engagement, le véritable amour, des souvenirs que personne ne peut nous enlever. Antoine a senti quelque chose changer en lui. Pour la première fois depuis 1 an, ce n'était ni de la douleur ni de la colère. C'était quelque chose de proche de la paix. Oui, a-t-il approuvé. Les symboles comptent vraiment. Dans les mois qui ont suivi, Antoine et Patricia ont commencé à discuter davantage lors de ces visites au refuge. Elle avait quitté une relation abusive qui avait commencé après la mort de son mari, un homme qui avait promis de prendre soin d'elle, mais qui a fini par la blesser profondément. Elle reconstruisait sa vie, travaillait comme infirmière et vivait dans un petit appartement qu'elle avait obtenu avec l'aide du refuge. C'était une survivante, forte, déterminée, devenue sage après avoir traversé l'enfer et en être heureuse ensuite. Ils n'ont pas entamé de relation amoureuse tout de suite. Aucun des deux n'était prêt, mais ils ont eu une véritable amitié fondée sur le respect mutuel et une compréhension partagée de la douleur qu'ils ne pouvaient pas. Ils parlaient de vivre, de résilience et de la façon dont ils font parfois tout perdre pour découvrir qui n'en est pas. Pendant ce temps, dans un autre quartier de la ville, Isabelle vivait dans un petit appartement mal éclairé, occupant de l'emploi au SMIC dans un grand magasin. Elle essayait de recommencer à zéro, de trouver un autre poste d'assistante juridique, mais son licenciement pour faute éthique la suivait comme une ombre. Aucun cabinet d'avocats ne voulait l'embaucher. Julien Delmar avait également tout perdu. Son mariage, sa carrière, son statut social. Il travaillait désormais comme consultant juridique indépendant, gagnant une fraction de ce qu'il gagnait auparavant. Isabelle avait toujours le bracelet. Elle le gardait caché dans un tiroir, incapable de le porter, mais incapable de le jeter. C'était tout ce qui restait d'un fantasme qu'elle avait poursuivi et qui avait détruit sa vie. Parfois, lors de nuits solitaires, elle sortait le bracelet et lisait la gravure. Pour toujours, J, des mots vides de la part d'un homme qui ne l'avait jamais vraiment voulu. Elle pensait à Antoine, à la façon dont il avait été fidèle et présent pendant 25 ans, et à la façon dont elle avait tout gâché. Un jour, Isabelle a vu une photo d'Antoine sur les réseaux sociaux. Il participait à un événement caritatif organisé par la maison de l'Espoir, souriant sincèrement à côté d'une femme brune qui lui tenait doucement la main. La légende mentionnait les dons qui avaient permis au refuge d'étendre ses programmes. Dans les commentaires, les gens louaient le travail bénévole d'Antoine, le qualifiant d'homme de caractère et d'exemple de gentillesse. Isabelle a fixé la photo pendant un long moment. Antoine avait l'air heureux, vraiment heureux. Pas le bonheur forcé qu'il avait simulé dans les dernières années de leur mariage, mais quelque chose de sincère et de serein. Elle réalisa alors avec une lucidité douloureuse ce qu'elle avait perdu. Pas seulement un mari, une maison ou une vie confortable, mais un homme bien, un véritable partenaire, quelqu'un qui l'avait aimé inconditionnellement et qu'elle avait jeté comme s'il n'était rien. Isabelle a sorti le bracelet du tiroir et l'a tenu dans sa main. Le métal lui a semblé froid contre sa peau. Elle a pensé à toutes les fois où elle l'avait porté, se sentant spéciale et désirée, sans se rendre compte qu'elle construisait sa propre destruction. Elle a pensé à Antoine préparant des dîners d'anniversaire pendant qu'elle planifiait des rencontres secrètes. Elle a pensé à l'alliance qu'elle avait si facilement retirée, comme si 25 ans pouvaient être effacés d'un simple geste. Le prix de l'échange. Elle comprenait enfin. Elle avait échangé toute une vie,
la sécurité, le véritable amour, le respect, la dignité pour une illusion. Pour des promesses vides et des moments volés qui semblaient excitants, mais qui étaient fondamentalement destructeurs. Le bracelet qu'elle avait un jour chéri ne valait rien comparé à ce qu'elle avait perdu. Isabelle a remis le bracelet dans le tiroir, mais cette fois pas comme un trésor. Comme un rappel, un symbole non pas de l'amour qu'elle pensait avoir trouvé, mais de l'erreur dévastatrice qu'elle avait commise. Elle savait qu'elle ne porterait plus jamais ce bracelet. Et elle savait aussi qu'elle ne récupérerait jamais ce qu'elle avait jeté. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Antoine souriait sincèrement en discutant avec Patricia de leurs projets d'avenir. Ce n'étaient pas des projets grandioses ou précipités, juste la promesse de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai, basé sur l'honnêteté et le respect mutuel. Il portait toujours son alliance, maintenant sur une chaîne, non pas comme le symbole d'un amour perdu, mais comme le rappel qu'il avait été fidèle jusqu'à la fin, qu'il avait honoré ses vœux même quand l'autre personne ne l'avait pas fait. Les symboles comptaient. Antoine l'avait appris à ses dépens. Une bague pouvait être échangée contre un bracelet, mais ce que ces objets représentaient n'avait pas de prix équivalent. La fidélité, l'engagement, le véritable amour. Ce ne sont pas des choses qu'on peut acheter dans une bijouterie ou graver dans le métal. Ils se construisent jour après jour, choix après choix, à travers l'honnêteté et les sacrifices mutuels. Et quand quelqu'un choisit de jeter ses valeurs pour une illusion brillante, le prix à payer est toujours supérieur à tout bénéfice éphémère. Isabelle l'avait appris, elle aussi. Mais pour elle, la leçon était arrivée trop tard. Elle avait tout échangé pour rien, et vivait maintenant avec les conséquences de son choix, portant un bracelet sans valeur comme un rappel permanent du jour où elle avait détruit sa propre vie pour des promesses vides et des désirs égoïstes. La vie a continué. Antoine a reconstruit la sienne avec dignité et une sagesse née de la douleur. Isabelle traînait la sienne, hantée par le fantôme de ce qui aurait pu être, si seulement elle avait su apprécier ce qu'elle avait, pendant qu'elle l'avait encore. Et entre eux, séparant deux avenirs si différents, résidait une simple vérité. Certains choix ne peuvent être défaits, et certains prix, une fois payés, ne peuvent jamais être récupérés.